Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes entrent dans une pièce et, sans dire un mot, tout le monde sait qu'elle a quelque chose de différent? Cette aura de raffinement qui ne se trouve pas dans le sac qu'elle porte, ni dans la carte Platinum cachée dans son portefeuille. C'est quelque chose de plus subtil, de plus dangereux et bien plus accessible que la plupart ne l'imaginent. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche et laissez un like pour avoir accès aux secrets d'étiquette et de haute société que personne ne vous a jamais racontés. Et non, cher ami, il ne s'agit pas d'argent. La semaine dernière, J était assise dans un café de L Avenue Montaigne quand J ait vu deux femmes assises à proximité. Elle, une portait un sac Hermès authentique, était couverte de bijoux et parlait fort au téléphone de son voyage à Saint-Tropez. Elle, autre, portait des vêtements simples, mais impeccablement coupés, parlait doucement à la serveuse et maintenait une posture qui aurait rendu fier n'importe quel professeur de ballet. Devinez laquelle recevait des regards d'admiration. La seconde, bien sûr, parce que la classe ne achète pas rue du Faubourg Saint-Honoré. La classe se cultive dans les détails auxquels personne ne prête attention. Voici les 9 habitudes qui annoncent silencieusement votre transformation en une véritable femme de la haute société, même si votre relevé bancaire N n'a pas encore reçu le mémo. 1. Vous parlez avec une voix basse et calme. Cette habitude a changé ma vie. Avez-vous remarqué comment les personnes les plus puissantes ne crient jamais? Elles en ont pas besoin. Leurs voix sont calmes, mesurées, parfois même un peu lentes. Catherine Deneuve, indépendamment de ce que vous pensez de sa carrière, est une étude fascinante sur le pouvoir de la voix. Saviez-vous qu'elle a travaillé avec un coach vocal pour délibérément abaisser son ton? Dans les premières années de sa carrière, elle avait une voix naturellement aiguë que beaucoup considéraient comme stridente. Elle a compris que C était un obstacle pour être prise au sérieux et a travaillé méticuleusement pour développer ce qui deviendrait connu comme sa voix des autorités, plus profonde, plus lente, plus contrôlée. Cette transformation vocale a été si efficace qu'elle est devenue une partie de sa présence légendaire. Pendant ce temps, mon standard était quelque chose entre une présentatrice de podcast hyper stimulée et une télévendeuse pendant les soldes aux galeries Lafayette. Pas idéal du tout. Je me souviens d'un cours d'art oratoire que J ai suivi il y a des années à la Sorbonne. Elle, instructrice, une ancienne actrice de théâtre à la posture impeccable, nous a expliqué quelque chose de fascinant. La voix, élevée, est perçue par le cerveau humain comme un signal de danger ou de stress. C est littéralement un déclencheur évolutif. Quand vous parlez sur un ton plus bas, vous signalez sécurité, contrôle et force. Il n'est pas étonnant que les plus grandes femmes leaders de l'histoire aient eu tendance à cultiver des voix plus profondes et plus posées. Le magazine Elle a publié un article intitulé « La voix de l'influence », dans lequel il citait une étude de HEC Paris montrant que les PDG avec des voix plus profondes, hommes comme femmes, gèrent généralement des entreprises plus grandes, restent en poste plus longtemps et gagnent des salaires significativement plus élevés. La perception de l'autorité est littéralement encodée dans la fréquence de nos cordes vocales. J ai commencé consciemment à baisser mon ton, surtout lorsque je présentais un argument important, et savez-vous quoi? Les gens prêtaient plus attention. Quand vous parlez calmement et avec intention, vous forcez les gens à se pencher pour vous entendre. C est comme un coup de pouce invisible des autorités. J avait une professeure d'histoire à l'université, une petite femme, presque fragile en apparence, qui ne haussait jamais la voix. Quand la classe devenait bruyante, au lieu de crier pour nous faire taire, elle faisait exactement l'inverse. Elle parlait encore plus doucement. L'effet était incroyable. Progressivement, les étudiants se taisaient pour pouvoir l'entendre, jusqu'à ce que la salle soit dans un silence complet, tous penchés en avant, essayant de saisir ses paroles. Rétrospectivement, nous assistions à une leçon magistrale de domination sociale. Les grandes dames de la société parisienne du 19e siècle avaient un dicton. La véritable autorité murmure. Elles comprenaient que celui qui crie a déjà perdu le contrôle, non seulement de la situation, mais de lui-même. Et rien n'est moins élégant que la perte de contrôle. Essayez la prochaine fois que vous êtes dans une discussion, même si vous demandez simplement un verre d'eau. Dites-le lentement, avec assurance, en maintenant un contact visuel. C'est magique comme les gens réagissent. Il y a du pouvoir à faire en sorte que les autres S adaptent à votre volume, pas l'inverse. J était à un événement au palais de l'Élysée où une discussion animée commençait à dégénérer. Les voix S élevaient, les mains gesticulaient frénétiquement. Soudain, une femme qui était restée silencieuse a parlé sur un ton si bas et contrôlé que tout le monde S est immédiatement arrêté pour elle écouter. Peut-être devrions-nous considérer une perspective différente, a-t-elle dit doucement. En quelques secondes, toute l'énergie de la pièce avait changé. Pas par ce qu'elle avait dit, mais par la façon dont elle l'avait dit. Une décoratrice. Des intérieurs que j'ai rencontrés à Paris, connue pour aménager les appartements les plus exclusifs du 16e arrondissement,
M a confié qu'elle parle délibérément plus bas quand elle discute des prix avec les clients. Quand vous murmurez le prix d'un canapé de 30 000 €, cela semble plus raisonnable que quand vous l'annoncez. M a-t-elle confié avec une étincelle dans les yeux. C est de la pure psychologie. Ce qui est précieux n'a pas besoin d'être proclamé. 2. Vous avez maîtrisé la pose élégante. Observez les personnes vraiment influentes ou de haute classe. Elles ne se précipitent jamais pour répondre. Vous dites quelque chose et, au lieu de réagir immédiatement comme le reste d'entre nous, mortels émotionnellement caféinés, elles attendent. Une petite pause confiante. Vous vous souvenez de Françoise Hardy? Pas la célébrité que nous connaissons aujourd'hui, mais Françoise des premières interviews télévisées. Si vous regardez les vieilles vidéos, vous remarquerez quelque chose de fascinant. Quand une question compliquée ou potentiellement embarrassante surgissait, elle ne se précipitait pas sur une réponse. Elle faisait une pause. Elle prenait une seconde. Et puis elle répondait avec une précision élégante qui semblait complètement naturelle, mais qui était en fait délibérément calculée. Avant, je pensais que C était juste parce que les personnes influentes étaient mentalement occupées à compter les zéros sur leur compte à Monaco, mais non. C est une démonstration calculée de pouvoir qui remonte au temps de la royauté européenne. À la cour française, cette technique était appelée « considération royale ». Elle a l'habitude de ne jamais paraître pressée ou anxieuse de répondre, peu importe la pression. J avait autrefois une patronne, héritière d'une fortune familiale, de Bordeaux, qui maîtrisait cet art. Pendant les négociations tendues, quand tout le monde était anxieux, elle maintenait un calme presque surnaturel. La première qui parle par désespoir perd. M a-t-elle dit un jour. La pause ne sert pas seulement à réfléchir, elle sert à rappeler à tous dans la pièce que vous contrôlez votre temps et vos émotions. Quand vous faites une pause, vous signalez que vous êtes en train de traiter l'information, pas simplement de réagir. Vous semblez être quelqu'un dont l'opinion a du poids et, plus important encore, quelqu'un qui n'est pas contrôlé par l'anxiété sociale qui afflige la plupart des gens. Selon le livre « Étiquette en affaires, essentiel pour le succès au travail » de Nadine de Rothschild, consultante internationale en étiquette, cette technique s'appelle le pouvoir de la pause et c'est, et elle, un des outils les plus sous-estimés dans l'arsenal du comportement élégant. Il ne s'agit pas seulement de paraître sophistiqué, il s'agit vraiment de gagner du temps pour formuler des réponses plus intelligentes et mesurées. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose, de légèrement irritant ou même vous demande ce que vous faites dans la vie, prenez une seconde avant de répondre. Prenez une gorgée de votre boisson. Peut-être regardez brièvement vers l'horizon, comme si vous réfléchissiez à ce livre transformateur que vous venez de lire. Cela fonctionne merveilleusement bien. J était récemment à un dîner au Plaza Athénée où une femme a été interrogée sur son opinion politique. Un piège social classique. Au lieu de plonger dans la réponse ou de devenir visiblement mal à l'aise, elle a pris une petite gorgée de vin, a posé délicatement le verre sur la table, puis a répondu avec une élégance désarmante. Je crois que les questions complexes ont rarement des réponses simples, n'est-ce pas? Et puis, en douceur, elle a réorienté la conversation. La pause N n'a pas seulement sauvé le moment, elle a élevé toute la dynamique. Il est troublant de voir comment un simple silence peut faire en sorte que les autres se sentent obligés de combler le vide, révélant souvent plus qu'ils ne l'avaient prévu. La femme de haute société utilise le silence comme des autres utilisent les mots stratégiquement. 3. Vous avez cessé de vous excuser pour ce que vous êtes. C est peut-être le plus important. Les femmes de la vraie haute classe ne excusent jamais des occupés de l'espace. Elles ne sont pas gênées par leur succès, ne minimisent pas leur talent et, surtout, ne prétendent pas être moins sophistiquées pour que les autres se sentent mieux. Dans leur livre « Le code de la confiance », les journalistes Kathy Kay et Claire Shipman ont interviewé des femmes exceptionnellement réussies et ont découvert un modèle cohérent. Celles qui atteignaient le sommet de leur domaine commençaient rarement leurs phrases par « désolé », mais ou diluèrent leurs opinions avec des qualificatifs comme « je pourrais me tromper, mais… ». Cette forme de communication n'est pas seulement une question de style, c'est une déclaration de valeur personnelle. Une fois, lors d'un dîner, une connaissance a demandé à une femme élégante si sa bague était vraie. Au lieu de être embarrassée ou de faire une plaisanterie pour minimiser, elle a simplement répondu « oui » et a continué la conversation. Pas d'explication, pas d'excuse pour avoir quelque chose de beau, pas de besoin de se justifier. Dans un monde où on nous apprend à normaliser la privation, où démontrer le sacrifice est presque une obligation féminine, il y a quelque chose de révolutionnaire chez une femme qui ne s'excuse pas pour ce qu'elle a, ce qu'elle sait ou qui elle est. Ce N n'est pas un exercice d'arrogance, mais de profonde connaissance de soi. Je me souviens d'une interview avec la regrettée Coco Chanel, elle, une des femmes les plus élégantes du 20e siècle. Quand un journaliste a insinué qu'elle avait
Une vie trop privilégiée pour comprendre certaines réalités, elle ne s'est pas excusée pour sa fortune. Au lieu de cela, elle a répondu « Chaque vie vient avec son propre ensemble de responsabilités. Je porte les miennes avec sérieux. Pas d'excuses, pas de défensive, juste une affirmation élégante de sa place dans le monde. » La femme, véritablement sophistiquée, ne se sent jamais obligée d'expliquer ses choix. Elle porte le rouge à lèvres rouge en plein mardi matin sans se justifier. Elle commande une coupe de champagne alors que tout le monde commande du café et ne ressent pas le besoin d'expliquer qu'elle célèbre quelque chose. Elle est, tout simplement. Lors d'un événement caritatif à la Fondation Louis Vuitton, G.I. observait une femme arriver élégamment en retard. Au lieu d'entrer précipitamment, murmurant des excuses et des explications sur les embouteillages, elle est entrée calmement, a salué l'hôtesse et a pris sa place. Lorsque quelqu'un a commenté son retard, elle a simplement dit « La ponctualité est importante, mais parfois la vie a d'autres plans. » Et ce fut tout. Pas de drame, pas d'histoire élaborée, juste une acceptation tranquille de sa propre réalité. Les experts en protocole de la cour française ont une expression « Une reine ne explique jamais. Il ne agit pas d'arrogance. » Mais de comprendre que les justifications excessives révèlent souvent une insécurité fondamentale quant à notre droit d'exister selon nos propres termes. Et c'est peut-être pour cela que les gens sont si attirés par la vraie classe. Elle s'accompagne d'une authenticité tranquille qui est presque révolutionnaire dans un monde où tout le monde semble constamment s'excuser d'exister. Catherine Deneuve, la légendaire actrice française, était connue pour son excentricité et son style inimitable. Lorsqu'on interrogeait sur ses choix de mode non conventionnels, elle répondait simplement « Il n'existe pas de mauvais goût. Il n'existe que l'absence de style. » Elle refusait de se conformer aux attentes externes, mais elle le faisait avec une telle conviction qu'elle transformait ses idiosyncrasies en déclarations de mode. Elle, auteure et experte en étiquette sociale, Nadine de Rothschild, qui a servi comme chef de protocole pour d'importants événements français, a écrit que « La vraie confiance ne s'excuse jamais d'elle-même. » Dans son manuel moderne des étiquettes, elle distingue clairement entre les éducations, s'excuser quand on fait réellement une erreur, et l'auto-sabotage, s'excuser pour qui on est. La femme élégante maîtrise cette distinction critique. J. et Hills, une amie cadre qui a été instruite par sa mentor, une puissante directrice financière, a gardé un bocal à excuses sur son bureau. Chaque fois qu'elle commençait une phrase par « désolé », alors qu'il n'y avait rien dont elle devait s'excuser, elle devait mettre 5 € dans le bocal. À la fin du mois, Pika, m'a-t-elle dit, J avait collecté presque 600 €. C était la leçon la plus coûteuse et la plus précieuse sur la confiance en soi que J ait jamais reçue. 4. Vous avez maîtrisé le pouvoir de la sous-évaluation élégante. C est mon préféré. Si vous voulez sonner comme quelqu'un de la haute classe, arrêtez d'exagérer les choses. Le critique social et historien Pierre Bourdieu, dans son célèbre livre La Distinction, a consacré un chapitre entier à ce qu'il appelait la loi de la réaction inverse. Plus la classe sociale est élevée, moins elle enthousiasme, et montré publiquement. Ce modèle est si cohérent qu'il peut être utilisé comme un thermomètre social presque infaillible. Les gens riches ne disent pas « Oh mon Dieu, c'est le meilleur restaurant où j'ai jamais mangé de ma vie ». Ils disent « Oh, c'est assez agréable ». Ils ne disent pas « Je suis obsédé par ce nouveau sac ». Ils disent « Je l'ai trouvé, charmant ». Ils ne criment pas « Je suis tellement excité ». Pour chaque événement minimalement agréable, ils sourient simplement, comme si les bonnes choses leur arrivaient tout le temps. Le monde de LR nous offre un parfait exemple de ce phénomène. Avez-vous remarqué comment les plus grands collectionneurs parlent rarement de la valeur monétaire de leurs pièces? Lors des prestigieuses ventes aux enchères de Drouot ou à la FIAC, après avoir acquis une œuvre pour des millions, ils ne commentent pas le prix. Ils mentionnent simplement que la pièce complétera bien une œuvre qu'ils possèdent déjà. C est le summum de la sous-évaluation élégante. Dans la mode, Inès de la Fressange ne dit jamais qu'un défilé était incroyable ou éblouissant. Son plus grand compliment est intéressant. Et quand elle dit seulement « merci pour elle, invitation », après un défilé, tout le monde dans le secteur sait qu'ils viennent d'assister à une exécution silencieuse. Et ce N est pas parce qu'ils ne sont pas impressionnés. C est parce qu'ils comprennent que moins, C est plus. Plus vous réagissez avec désinvolture au luxe, au succès, ou même à un très bon repas, plus les gens supposent que c'est normal pour vous, que vous avez vu mieux, que vous vivez dans un monde où les choses incroyables sont simplement attendues. Il y a des années, J ai eu, l'occasion de rencontrer une famille française avec un titre aristocratique qui avait acheté un château privé dans la vallée de la Loire. Lorsque quelqu'un a mentionné cette acquisition impressionnante pendant le dîner, la matriarche de la famille a simplement souri et dit « C est un refuge utile pendant l'hiver. »
un refuge utile, un château entier. Ce type de sous-évaluation décontractée est ce qui sépare les véritablement riches des simplement aisés, qui enthousiasment encore pour leur possession. C est du pouvoir psychologique. Quand vous sous-évaluez, les gens se penchent vers vous. Ils se demandent ce que vous savez d'autre, ce que vous avez vécu d'autre, ce que vous ne dites pas. Vous laissez le monde supposer que des choses incroyables vous arrivent naturellement. Et cela, c'est et du pouvoir. Le sous-texte est clair. Je n'ai pas besoin d'exagérer parce que je n'essaye pas d'impressionner. Et je n'essaie pas d'impressionner parce que je n'ai pas besoin de votre validation. C est un jeu de pouvoir social aussi subtil que dévastateur. Il y a quelques mois, J ai visité le château D, une famille traditionnelle dans le Luberon. En Tseltsten, parcourant les pièces avec des œuvres d'art qui valaient plus que mon appartement, j'y ai remarqué comment elle, hôtesse, décrivait chaque pièce. Jamais AOSC est une pièce rare et très coûteuse. Toujours. Ah, cette petite acquisition nous accompagne depuis quelques générations. Petite acquisition. Le pur petit, monnaie sur le mur. La subtilité est la véritable marque du privilège. La journaliste Françoise Giroux a dit un jour « C est un signe de raffinement, D exprimé de L admiration pour un compliment contenu et du dédain pour un excessif. Les femmes de la haute société comprennent instinctivement que L enthousiasme excessif est la marque de quelqu'un qui est encore facilement impressionné, quelqu'un qui n'est pas habitué à L extraordinaire. 5. Vous êtes toujours impeccablement présentable, sans sembler avoir trop essayé. Notez que J est dit impeccablement. Personne passant 3 heures à contourner votre visage jusqu'à ce qu'il ressemble à une peinture de la Renaissance. Il y a un type spécifique de polish que les personnes véritablement élégantes possèdent. Et C est presque discret. Inès de la Fressange, la légende de la mode française devenue symbole de élégance internationale, a dit un jour « Elle, élégance N est pas être remarquée, mais être rappelée. Fruit. » Et C est exactement la différence entre ce que font les personnes véritablement sophistiquées et ce qu'essaient de faire les aspirants sophistiqués. Les cheveux sont toujours propres, mais ne semblent jamais trop essayés. Les vêtements tombent parfaitement, non pas parce qu'ils sont noyés de logos, mais parce qu'ils connaissent un bon tailleur, qui vaut plus qu'une armoire entière d'extravagances coûteuses. Dans la société traditionnelle française, il existe même un dicton. Votre tailleur est plus important que votre banquier. Ce n'est pas une exagération. Le magazine Elle, la Bible de Elle, aristocratie française, souligne fréquemment que la marque distinctive de la véritable haute classe française N n'est pas le prix de leurs vêtements, mais leur coupe impeccable. Une simple jupe en laine, mais parfaitement ajustée à vos mesures, transmet plus de sophistication que n'importe quelle pièce de designer mal ajustée. Je me souviens d'une rencontre où j'y ai fait la connaissance de l'épouse D, un ambassadeur à l'hôtel de Matignon. Elle portait quelque chose qui, à première vue, semblait n'être qu'une simple robe noire. Mais en y regardant de plus près, G.I. remarquait la coupe parfaite, la façon dont le tissu tombait exactement aux bons endroits, comme s'il avait été sculpté pour son corps. Il n'y avait rien de tape à l'œil, pas de paillettes, pas de logo, pas de couleur criarde. Et, pourtant, il était impossible de ne pas la remarquer. Lorsque J ait commenté elle élégance de la robe, elle a souri et a dit « C'est juste une robe que J ait fait faire il y a 10 ans. Les bonnes pièces N n'ont pas besoin de suivre les tendances. » Et puis, il y a la fraîcheur. J avait une mentor, qui allait à la salle de sport 3 fois par semaine avant le travail, et ces jours-là, quand elle entrait, elle sentait la propreté. Ce mélange parfait de peau chaude et de lotion fraîchement appliquée. Pas de parfum lourd, pas d'arôme excessif, juste une fraîcheur pure sans effort. Et dès une manière ou dès une autre, ces matins-là, elle semblait valoir 1 million d'euros. Une fois, dans un café à Lyon, je me suis assise près d'une dame, française dès environ 70 ans. Elle était seule, lisait un livre portant un simple pull en cachemire et un pantalon bien coupé. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon bas, impeccable mais pas rigide. Ce qui m'a impressionné n'était rien de spécifique dans son apparence. C'était la complétude de la présentation. Il n'y avait pas un ongle non fait, pas un cheveu déplacé, pas une chaussure non polie. Elle émanait cet air que les Français appellent « soigné », entretenu, mais pas fabriqué. Le guide de style du magazine Vogue Paris définit ce phénomène comme « elle entretien invisible ». Elle est fort méticuleux, qui n'apparaît jamais comme un effort. C'est la différence entre passer 3 heures à se maquiller pour avoir l'air de être réveillé comme ça, versus réellement investir dans une routine de soins qui rend le maquillage presque superflu. Si quelqu'un dit que vous sentez bon, et qu'au lieu de demander ce que vous portez, il accepte simplement le compliment avec un « merci » et un sourire, vous avez déchiffré le code. Avoir l'air cher ne consiste pas à dépenser plus, mais à savoir plus.
Il agit de comprendre qu'une bonne coupe de cheveux et une robe bien ajustée en disent plus qu'une pile d'articles de luxe mal assortis. Une amie nouvellement riche a été choquée quand elle a découvert que ma robe préférée, celle que tout le monde complimente toujours, a été achetée chez Zara pendant les soldes. Le secret? Elle a été ajustée sur mesure par une couturière talentueuse qui a coûté plus cher que la robe elle-même. Et cela, chère amie, est le genre de secret que les femmes de la vraie haute classe ne partagent jamais à voix haute. Les personnes véritablement élégantes sont comme des icebergs, a commenté un jour la styliste Karine Roitfeld. Ce que vous voyez, est que 10% du travail. Les autres 90%, la discipline, l'entretien, les choix soigneux, restent invisibles sous la surface. C'est le paradoxe de la vraie élégance. Elle semble sans effort, mais ne l'est jamais. 6. Vous avez appris le moment. Idéal pour partir. Avez-vous remarqué comment les personnes les plus élégantes ne semblent jamais rester trop longtemps nulle part? Elles ont ce don de partir au moment parfait, juste avant que la fête ne perde son éclat, juste avant que la conversation ne devienne tiède, juste avant que vous ne commenciez à raconter cette histoire embarrassante de 2014 qui ne devrait jamais voir le jour. Dans le monde de la haute société française, il existe même un terme pour cela, partir à elle, apogée, ou sortir au meilleur moment. Ce n'est pas une coïncidence si les grandes dames de la société parisienne, célèbres pour leurs salons intellectuels au XIXe siècle, étaient toujours les premières à se retirer de leur propre fête, non par fatigue, mais par stratégie. La comtesse de Noailles, connue pour ses légendaires réceptions qui réunissaient l'élite politique et intellectuelle de France, n'attendait jamais que le dernier invité parte. Elle comprenait la valeur de laisser une impression de mystère. Cela s'appelle « sortir à elle anglaise ». Ironiquement, les Anglais, appellent « sortir à la française ». Et la maîtriser vous fait paraître comme si vous aviez de meilleurs endroits où être, même si ce meilleur endroit est simplement votre canapé regardant la 3e saison de votre série préférée avec un verre de vin bon marché que vous prétendez être un coûteux château Margaux. Debrett S., la Bible de L., étiquette britannique depuis plus de 250 ans, appelle cela L-Art de la sortie gracieuse. Une compétence considérée aussi importante que celle de L-entrée élégante. Il ne s'agit pas de fuir, mais de comprendre l'arc dramatique de votre présence sociale. Comme disent les Britanniques, ne soyez jamais la première à arriver, ni la dernière à partir. Il y a quelques années, j'y ai assisté à un événement, de gala à l'Opéra Garnier qui, franchement, écroulait. Le dîner était terminé, la vente aux enchères caritatives était finie, mais les invités restaient, de plus en plus ivres et bruyants. Au milieu de ce chaos social, j'y ai observé épouse D, un ambassadeur européen. Une femme D, une 60aine d'années, avec un collier de perles naturelles qui semblait avoir été fait spécialement pour elle. Elle est penchée vers son mari, a chuchoté quelque chose et tous deux se sont levés. Avec une précision chorégraphiée, elle a fait exactement 3 adieux. Un à l'hôtesse, un à l'invité des honneurs et un au couple le plus proche de la sortie. Ni plus, ni moins. 20 minutes plus tard, l'événement a implosé dans une confusion de discours improvisés et de coupes de champagne brisées, mais elle était déjà chez elle, probablement en train de siroter sa camomille, impeccablement au-dessus du désordre. Les personnes de la haute société ne prolongent pas leur séjour. Elles savent que le mystère est une forme de pouvoir. Donnez aux gens juste assez de vous pour qu'ils en veuillent plus. La semaine dernière, J était à un événement caritatif, au Ritz qui traînait en longueur. Alors que des autres invités commençaient à bâiller discrètement et à regarder leur montre, J a remarqué une dame élégante qui est levée avec grâce, a remercié hôtesse avec un sourire chaleureux, et est partie alors que la soirée était encore à son apogée. Le lendemain, tout le monde parlait d'elle, pas des célébrités qui étaient restées jusqu'à la fin, ivres et épuisées. Elle sait toujours quand partir, a chuchoté quelqu'un avec admiration. Et cela, cher ami, est un pouvoir bien, plus grand que n'importe quel sac de designer peut acheter. 7. Vous ne vous plaignez jamais, même quand vous pourriez. Je comprends parfaitement. La vie est frustrante et parfois vous avez juste besoin de vous défouler sur cette collègue qui était l'équivalent humain d'un bourrage papier dans l'imprimante. Mais avez-vous remarqué que les personnes véritablement élégantes ne se plaignent presque jamais en public? Dans la haute société française, il existe une expression « lèvres supérieures rigides » empruntée aux Britanniques, qui fait référence à la capacité de faire face aux difficultés sans montrer d'émotions négatives en public. Ce n'est pas une invention de la royauté. C'est une stratégie sociale sophistiquée. Comme elle explique le guide de Brett S. du comportement britannique, la plainte publique révèle non seulement un mécontentement face à une situation, mais aussi une incapacité à la gérer discrètement. Les deux sont également problématiques. Je me souviens d'avoir dîné avec une comtesse du Périgord. Oui, elles existent encore.
lorsque le serveur a renversé du vin rouge sur sa robe en soie blanche au restaurant Le Jules Verne. Un désastre absolu qui aurait probablement coûté des milliers d'euros à réparer. Tous à table étaient horrifiés, prêts pour le drame inévitable. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a souri, a calmé le serveur nerveux avec une touche douce sur le bras et a dit « Maintenant, J a une histoire à raconter ». Puis elle a continué son repas comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, J a reçu un email de elle concernant une autre affaire, sans mention de elle incident. Cela a été une leçon de classe que je n'oublierai jamais. Elles peuvent exprimer des préoccupations, mais elles le font d'une manière qui ressemble à une élégante conférence TEDx, plutôt qu'à une critique négative sur la fourchette. Au lieu de « Burk, ce service est terrible », elles disent « Je me demande s'il y aurait une façon plus efficace de gérer cela ». Au lieu de « Je suis épuisée », elles disent « Je vais devoir réserver du temps pour me reposer bientôt ». Cette reformulation positive N est pas seulement cosmétique, elle est psychologiquement puissante. Le magazine Psychology a publié une étude montrant que les personnes qui reformulent leurs problèmes comme des défis ou des opportunités sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance. Il ne s'agit pas seulement de paraître élégante, il s'agit de paraître capable. Le même message, une énergie complètement différente. Elle, une sonne comme quelqu'un qui peine à tenir le coup. Elle, autre sonne comme quelqu'un qui possède une maison d'été à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Une amie qui travaille comme consultante pour des cadres supérieurs M a dit que une des premières choses qu'elle enseigne à ses clients est le pouvoir de la plainte privée et de la solution. Publique, elle explique, plaignez-vous à votre thérapeute, votre partenaire ou votre journal intime. Mais en public, présentez uniquement des solutions. Se plaindre en public revient pratiquement à annoncer « Je ne sais pas comment résoudre mes problèmes ». Et il ne s'agit pas seulement de paraître élégante. Cela change vraiment la façon dont les gens vous répondent. Se plaindre constamment vous fait paraître impuissante, comme si la vie vous arrivait. Mais quand vous changez vos mots, vous changez votre énergie. Il y a quelques années, J a assisté à un événement caritatif au Palais Garnier où absolument tout a mal tourné. La climatisation est tombée en panne en plein été, le traiteur était en retard et elle, invitée principale, a annulé à la dernière minute. Elle, organisatrice, une figure mondaine connue, faisait manifestement face à son pire cauchemar professionnel. Je l'ai observée toute la soirée et pas une seule fois elle n'a fait une plainte publique ou donné une excuse. Au lieu de cela, elle approchait des invités, les remerciait de leur présence et disait « Nous vivons une soirée particulièrement mémorable, n'est-ce pas ?» avec un sourire complice. Ce qui aurait pu être retenu comme un désastre a fini par être mémorisé comme un triomphe de grâce sous pression. Vous commencez à ressembler à quelqu'un qui attend des solutions, pas seulement de la sympathie. Quelqu'un qui traverse la vie avec grâce, même quand les choses ne sont pas parfaites. Et cela, cher ami, c'est et de la pure classe. 8. Aussi, sir. Ne partagez jamais trop, jamais. Je déteste dire cela, mais parfois notre meilleur outil de connexion, partager nos histoires, est aussi notre pire ennemi. Il y a une raison pour laquelle les personnes de la haute société ne déversent jamais leur histoire de vie à des étrangers. Le mystère équivaut au statut. Dans l'aristocratie française, il existe même un proverbe. On ne discute pas d'argent, de politique, de religion ou de problèmes familiaux en public. CEN est pas seulement une règle d'étiquette. C est une stratégie de préservation du pouvoir. Lorsque vous révélez tout sur vous-même, vous supprimez l'élément de curiosité qui maintient les gens intrigués. Un rédacteur en chef de LM a expliqué un jour lors d'un cocktail. Les personnes vraiment fascinantes ne racontent jamais tout lors d'une première rencontre. Elles comprennent la valeur de la révélation progressive. Il observait une célèbre mondaine qui, lorsqu'on interrogeait sur son divorce tumultueux, qui avait fait la une de tous les tabloïds, a simplement souri et dit « Disons que j'y ai beaucoup appris sur les vins coûteux et les avocats coûteux. » Hélène Apanier ne s'est pas émue, a simplement offert une réponse humoristique qui ne révélait absolument rien de substantiel. Cela ne signifie pas que vous devriez être froide ou robotique, mais que vous connaissez le pouvoir de la retenue. Au lieu de raconter à quelqu'un tout sur votre traumatisme d'enfance, vous donnez juste un indice d'une histoire, un demi-sourire, un « Oh, c'est une longue histoire pour une autre fois ». Cela rend les gens curieux, d'une bonne façon. La célèbre mondaine Jacqueline de Ribes, elle, une des femmes les plus influentes de la haute société française du XXe siècle, était connue pour sa capacité à maintenir des relations étroites avec des célébrités, des politiciens et des artistes, sans jamais révéler de secrets personnels. Quand on lui a demandé comment elle maintenait tant d'amitiés importantes, elle a simplement dit « Je ne répète jamais rien d'eux ». Intéressant. C'est le paradoxe du partage. Moins vous révélez, plus les gens veulent en savoir.
Une femme véritablement sophistiquée comprend que toute question ne mérite pas une réponse complète, que tout détail personnel N n'a pas besoin d'être révélé. Elle partage des histoires, pas des confessions, des anecdotes, pas des épanchements, thérapeutiques. Récemment, lors d'un dîner au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, une collègue a commencé à décrire en détail graphique sa récente chirurgie esthétique. Alors qu'elle élaborait sur les incisions et les drainages, J ait remarqué que la femme assise en face d'elle, une rédactrice de mode extrêmement élégante, maintenait une expression poliment intéressée, mais N n'alimentait pas la conversation, avec des questions. Lorsque quelqu'un a directement demandé à la rédactrice si elle avait également fait des retouches, elle a simplement souri et dit « Je crois en vieillir avec dignité et en bon dermatologue ». La salle a explosé de rire et le sujet a changé. Elle n'a pas menti, elle n'a pas jugé, mais N n'a rien révélé non plus. Brillant. Le mois dernier, lors d'un thé de L après-midi au Ritz, une dame en a interrogé une autre sur son récent divorce, une question clairement indiscrète. Au lieu de se fermer ou de déverser des détails sordides, la femme questionnée a simplement souri et dit « Je découvre que parfois les fins ne sont que de nouveaux commencements, n'est-ce pas? Ce petit four est divin. Redirection parfaite, sans une goutte d'inconfort apparent. Magistral. Elle, Emily Post Institute, considérée comme la Bible de l'étiquette américaine, écrit dans son livre sur l'étiquette sociale. Un secret bien gardé est plus précieux qu'un bijou coûteux. Les deux sont des trésors, mais un seul ne peut être volé. La prochaine fois que vous ressentez, envie de tout raconter sur cette dispute familiale ou de partager les détails de votre dernier examen médical, rappelez-vous, tout n'a pas besoin d'être partagé pour être validé. La retenue est aussi une forme de pouvoir. 9. Vous avez cultivé le pouvoir de la patience dans les conversations. J était à un dîner au château de Versailles où une femme des affaires accomplies a commencé à parler d'un projet innovant, quand une autre invitée, elle, a brusquement interrompu pour dire « Ah, cela me rappelle quand je... Oh » et pouf. Soudain, l'histoire originale a été détournée. La femme des affaires, elle a simplement souri et attendu. Hélène n'a pas rivalisé pour l'attention, N n'a pas interrompu en retour. Quand l'interruptrice a finalement repris son souffle, la femme des affaires a repris exactement là où elle s'était arrêtée, comme si l'interruption N avait été qu'une parenthèse insignifiante. Plus tard, J ait remarqué quelque chose d'intéressant. Les gens se penchaient légèrement en avant quand cette femme des affaires parlait. Non pas parce qu'elle était plus importante, mais parce qu'elle avait établi, sans mots, que ses contributions avaient du poids. Et tout cela avec juste de la patience. Le premier signe que vous devenez secrètement une dame de la haute société est que vous avez appris l'art de la patience, particulièrement dans les conversations. Vous laissez les gens terminer leurs pensées avant de partager les vôtres. Vous n'attendez pas seulement votre tour pour parler. Vous écoutez vraiment. Emily Post Institute, considérée comme la Bible de l'étiquette américaine, souligne cette compétence comme la marque distinctive des personnes véritablement raffinées. La capacité d'écouter avec intention, pas avec impatience. Dans Einsex Sciences, un monde où tout le monde est désespéré d'être entendu, celui qui écoute vraiment possède un pouvoir presque magnétique. Cette patience est dévastatrice dans les environnements professionnels. J ait été interrompu au milieu de présentation, tant de fois que J en ait perdu le compte. Ce qui est intéressant, si on avait laissé finir, ils auraient économisé du temps, de l'argent et, franchement, leur propre dignité. Mais non, impatience a gagné. Une fois, lors d'une réunion du conseil chez LVMH, J avait préparé une présentation méticuleuse sur un nouveau projet. J avait à peine atteint la 3e diapositive lorsqu'un collègue, désireux de montrer ses connaissances, a commencé à interrompre à plusieurs reprises. Le président du conseil, un monsieur aux cheveux gris et, aux manières impeccables, a subtilement levé la main. « Je crois que nous n'avons pas encore vu l'image complète qu'elle présente », a-t-il dit d'une voix calme. « Ce serait dommage de perdre la vue ensemble à cause de notre enthousiasme. » Le silence qui a suivi était pratiquement audible. Le message était clair, les personnes raffinées n'interrompent pas. Et savez-vous ce que crie impatience au monde, insécurité? Quand vous êtes patiente, vous transmettez l'énergie de quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver sa valeur toutes les 2 secondes. Vous semblez confiante, composée et infiniment plus sophistiquée que la personne qui vous interrompt. La vraie élégance ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la façon dont vous vous comportez quand personne d'influent ne regarde. Il agit de cohérence dans les petits moments. Et le plus fascinant, c'est gratuit. Complètement gratuit. Une fois, une cliente à moi, une héritière qui vivait entourée d'autres héritiers dans le 16e arrondissement, a confié quelque chose de révélateur. Dans la vraie haute société, vous entendez rarement quelqu'un parler d'argent.
Ce sont les nouveaux riches qui ne peuvent pas s'empêcher de mentionner combien a coûté la rénovation de la maison Déité. Ce phénomène est si universel qu'il transcende les cultures. En France, on les appelle « nouveaux riches ». En Angleterre, « nouveau riche » est également utilisé, bien qu'avec un accent britannique. En Amérique, le terme « new money » peut sembler moins péjoratif, mais porte les mêmes connotations. Le fait est, la vraie haute classe observe les comportements, pas les possessions. Et ces comportements, la patience dans les conversations, la pose élégante, le timing parfait du départ, la présentation impeccable, la voix contrôlée, la modération dans les révélations, l'absence de plainte, la sous-évaluation, sophistiquée et la confiance sans excuse sont des outils de pouvoir social qui peuvent être acquis sans dépenser un centime. Quand j'y ai commencé ma carrière, j'y ai eu la chance d'être mentorée par une diplomate française à la retraite qui avait servi dans plusieurs ambassades à travers le monde. Observez la différence, me disait-elle, entre les personnes avec de l'argent neuf et les personnes avec une éducation ancienne. La première fois que j'y ai pleinement compris ce qu'elle voulait dire, était quand j'y ai été témoin d'une altercation dans un restaurant étoilé au Michelin. Une femme avec des bijoux extravagants criait sur un serveur à propos d'une réservation perdue, tandis qu'une autre cliente, vêtue avec une élégante simplicité, résolvait un problème similaire avec quelques mots calmes et un sourire poli. Devinez qui a été accommodé en premier? Et devinez qui a été reconnu et salué par le chef? La vraie classe ne se débat pas pour obtenir ce qu'elle veut. Elle attend simplement, sachant que son comportement composé est plus persuasif que n'importe quelle demande vociférée. Comme disait ma grand-mère, avec son fort accent provençal et sa sagesse impeccable, qui crie a déjà perdu l'argument. Dans un monde où on apprend à de nombreuses femmes à atténuer leur éclat, la vraie sophistication consiste à habiter son espace avec une telle assurance que les autres se sentent en sécurité pour briller aussi. Les femmes de véritable haute classe que j'y ai rencontrées sont paradoxalement les moins intimidantes. Non pas parce qu'elles cachètent leur pouvoir, mais parce qu'elles étaient si à l'aise avec lui qu'elles n'avaient pas besoin de l'exhiber, comme une arme. Les 9 habitudes dont nous avons discuté aujourd'hui ne sont pas des astuces pour paraître quelque chose que vous n'êtes pas. Ce sont des comportements qui révèlent votre valeur innée, votre confiance intérieure, votre respect pour vous-même et pour les autres. Ce sont la manifestation extérieure d'Erie, une conviction intérieure que vous méritez d'être exactement là où vous êtes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Laissez votre like si vous voulez en apprendre davantage sur l'étiquette et les bonnes manières de manière légère et divertissante. Ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est que la vraie haute classe ne réside pas dans les cartes premium ou les adresses exclusives. Elle réside dans la façon dont vous traitez les gens quand personne ne regarde. Elle réside dans la paix intérieure qui vient de savoir que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par excès ou ostentation. Elle réside dans la compréhension profonde que la vraie élégance est une forme de générosité, envers les autres, et plus importante encore, envers vous-même. Laissez dans les commentaires « l'élégance est un pouvoir silencieux » si cette vidéo vous a aidé à identifier certaines habitudes que vous cultivez déjà. Et rappelez-vous, le voyage vers la vraie haute classe commence de intérieur vers extérieur, bien avant que la carte noire N arrive par la poste. Vérifiez également les autres liens vers des produits exclusifs que j'y ai laissés dans le premier commentaire épinglé. Comme elle a dit Coco Chanel, l'élégance N est pas de se faire remarquer, mais d'être mémorisée. Cultivez ces 9 habitudes et vous serez mémorisé non pas pour ce que vous portiez ou combien vous avez dépensé, mais pour impression, unique et indélébile que vous avez laissé dans l'environnement et les personnes autour de vous. Avec amour, Carole. À la prochaine vidéo.